Donc la prochaine communication va être donnée par Monsieur Jean-Yves Madec, directeur de recherche, chef d'unité à l'ANSES Lyon, directeur scientifique de l'axe antibiotique résistance de l'ANSES, membre de l'Académie vétérinaire de France. Et sa communication est intitulée « Développement de résistance chez les animaux et chez l'homme, alors que l'antibiotique ne leur a pas été administré ». Merci beaucoup. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Très honoré de parler dans ce cercle multi-académique. Et donc, alors, je ne vais pas vous faire du One Health, puisque la question qu'on m'a posée, c'est le développement de résistance aux antibiotiques chez les animaux lorsque les animaux n'ont pas reçu d'antibiotiques. Donc, je vais rester dans le champ animal. Mais par contre, je vais parler d'un certain nombre de choses qui ont déjà été évoquées par les prédécesseurs, notamment par Vincent Jarlier, sur l'importance de la transmission de la résistance aux antibiotiques au-delà de la sélection. Alors, effectivement, le principal levier de développement de résistance, de sélection d'antibiorésistance, c'est quand même l'usage des antibiotiques. Et la politique du ministère de l'Agriculture, depuis 10 ans, s'est très logiquement focalisée sur la réduction de l'usage des antibiotiques en médecine vétérinaire. Vous voyez d'ailleurs que le ministère a repris un logo extrêmement puissant, puisque c'est un logo, je m'avance un peu, mais c'est peut-être le seul qui ait marché en médecine humaine. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Et donc très astucieusement et de façon très pertinente, je trouve, on prie les antibiotiques pour nous non plus, c'est pas automatique. Mais ça veut bien dire que l'angle, c'est de réduire l'usage des antibiotiques en médecine vétérinaire. Ça a été même à ce point fait que c'est rentré dans la loi, ce qui est une différence majeure avec la médecine humaine. Et vous voyez ici un certain nombre de dispositions qui ont été prises dans le cadre de la loi d'avenir agricole, toutes sur plus ou moins des différentes façons de contrôler réglementairement l'usage des antibiotiques. Vous avez une définition des antibiotiques dits critiques pour la santé humaine qui est incluse dans la loi. Vous avez une interdiction des remises, rabais, ristournes sur les antibiotiques qui est inscrite dans la loi, c'est-à-dire que les gens sont en faute vis-à-vis de la loi s'ils le font. Il y a un retrait des antibiotiques de la liste positive. Je viendrai, c'est une catégorisation dans le monde vétérinaire de médicaments qui sont accessibles au groupement d'éleveurs. Les bonnes pratiques d'emploi, la déontologie vétérinaire et l'arrêté du 18 mars 2016, qui est extrêmement important, qui encadre la prescription des antibiotiques d'importance critique chez l'homme. Et je vous ai mis ici l'article 1 qui vous montre que on a 2 familles d'antibiotiques qui ont été, elles sont très consensuelles dans le monde, qui sont extrêmement importantes pour la santé humaine, que sont les céphalosporines de dernière génération et les fluoroquinolones. Et donc les vétérinaires aujourd'hui ne peuvent pas prescrire ces molécules sans démontrer que c'est celle-là qu'il faut prescrire, avec notamment la réalisation d'un antibiogramme préalable à la prescription. Et comme vous le savez sans doute, ce plan a extrêmement bien marché. Il s'agit du plan Eco-Antibio. Il y a eu 2 phases, 2 fois 5 ans. Donc on termine le plan Eco-Antibio 2. Et vous voyez que l'exposition des animaux, qui est concrétisée par l'ALEA, l'ALEA c'est un indicateur d'exposition, montre très clairement qu'il y a eu une baisse colossale de l'exposition des animaux aux céphalosporines de dernière génération et aux fluoroquinolones, de l'ordre de 90%. Donc c'est extrêmement fort. Et vous voyez que cette quantité d'antibiotiques, qui peut être aussi exprimée en tonnes et avec un indicateur d'exposition, évidemment les 2 indicateurs sont cohérents, vous montre bien que le plan Eco-Antibio a eu un effet extrêmement important, qui d'ailleurs, et c'est à noter, avait commencé avant. C'est-à-dire que le plan Eco-Antibio a renforcé une dynamique qui était déjà présente avant son démarrage. Évidemment, ce à quoi on s'attend, c'est que la résistance baisse, parce que diminuer l'exposition aux antibiotiques n'a d'intérêt que si le but final est atteint. Donc ici, je vais vous montrer les résultats d'un réseau. Vous connaissez sans doute le réseau Resapat, qui est le réseau qui surveille justement la résistance aux antibiotiques dans l'ensemble des espèces animales dans les situations cliniques d'infection, là où les antibiotiques sont prescrits, dans les différentes bactéries pathogènes vis-à-vis des différents antibiotiques et dans les différentes espèces animales, parce que contrairement à la médecine humaine, on a plusieurs espèces animales.
Et donc de façon cohérente, et c'est à souligner, c'est pas non plus totalement illogique, mais encore faut-il que ça se passe, on a eu une baisse drastique aussi de la résistance à ces deux grandes familles d'antibiotiques, que sont ici les céphalosporines de dernière génération, et ici les fluoroquinolones, les codes couleurs étant pour les différentes espèces animales. Donc vous voyez, il y a une uniformisation de cet impact des politiques publiques qui ont été très centrées sur l'usage des antibiotiques. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est et les autres mesures. C'est-à-dire qu'évidemment, le moindre usage des antibiotiques, on l'a tous dit, et ça sera redit dans la journée, ne suffit pas, bien sûr. Et d'ailleurs, le plan éco-antibio ne comprenait pas uniquement des mesures sur la réduction des antibiotiques, puisque, bien évidemment, qu'il y a d'autres types d'actions à prendre. Vous voyez ici un slogan « Nourri, logé, vacciné ». Évidemment, les vaccins font partie de la stratégie, la qualité des aliments, la qualité de l'eau. Et j'ai mis en gras ce qui tourne autour de l'hygiène et de la biosécurité. On en a déjà parlé ce matin, Vincent Jarlier en a parlé notamment. C'est-à-dire qu'une deuxième grande caractéristique de l'antibiorésistance, c'est qu'elle se transmet. Et donc le sujet d'aujourd'hui, c'est bien ça. Est-ce qu'on peut avoir de l'antibiorésistance chez des animaux qui n'ont pas reçu d'antibiotiques ? Alors, souvent, les choses se mélangent un peu. Et ce n'est pas si simple que ça d'être sûr que l'animal n'a pas reçu d'antibiotiques, mais on a quand même beaucoup d'indications qui montrent que ça se passe. Et donc, je vais vous raconter un certain nombre d'histoires pour illustrer ça, très rapidement, pour ne pas être trop long, de travaux qu'on a menés pour étudier cette question, parce que ça fait de nombreuses années qu'on travaille sur la transmission de l'antibiorésistance, notamment dans le monde animal. Alors, je vais commencer par cet exemple, qui est assez rigolo. On voulait au départ avoir une idée de la prévalence de l'antibiorésistance dans la faune sauvage. Donc on s'est dit, comme l'a très bien dit Vincent Jarlier, c'est chez les oiseaux qu'on essaye de regarder, mais collecter des oiseaux, c'est quand même pas simple. Donc on a dit, on va se mettre à un endroit pratique, c'est-à-dire dans un centre de soins pour animaux sauvages recueillis, blessés, qui sont des animaux qui ne sont pas infectés, qui sont blessés. Donc c'est quand même un proxy assez satisfaisant d'un état sain, sauf que l'animal est souvent tombé du nid ou souvent été ramassé par des patients, mais ce n'est pas pour des raisons d'infection. Et donc on s'est dit, on va prélever les animaux à l'entrée et on va voir ce qui se passe. Et on a trouvé que 20% des animaux étaient porteurs d'antibiorésistance, notamment de ces fameuses Escherichia coli résistants aux céphalosporines de troisième génération. Et on s'est dit, ça c'est juste pas possible. Ou alors c'est très bizarre. On a tout récupéré les animaux qui migrent de l'Inde, et ce n'était pas le cas. Et en fait, ensuite on est allé dans des analyses moléculaires, on s'est rendu compte qu'il y avait un seul clone ou à peu près qui circulait, et qu'il y avait un seul plasmide dominant, et que très clairement, on avait une transmission au sein du centre de soins, qui était liée à la proximité, aux conditions de... Et surtout, pourquoi on a eu ça ? C'est parce que le personnel du centre de soins n'a pas prélevé les animaux à l'admission, comme on leur avait demandé de le faire, parce que ce sont souvent aussi des structures qui sont assez débordées, très prises par le temps, et les prélèvements étaient faits au-delà de 48 heures, voire la semaine suivante. Donc on avait largement le temps d'avoir ces transmissions croisées. On l'a très bien vu de façon moléculaire, on l'a même vu sur les lapins qui étaient dessous, sur les animaux sauvages qui étaient là depuis un moment. Donc, vous allez me dire, il y a aussi des traitements antibiotiques qui sont dans ce centre de soins, puisque c'est un peu le but, mais évidemment, on a approfondi la question. Et sur à peu près la centaine d'animaux positifs, 20%, 25% des 450, il n'y en avait que 10% qui avaient été traités aux antibiotiques. Et d'ailleurs, dans ces centres de soins, on ne traite pas aux antibiotiques, sauf lorsqu'on a des fractures ouvertes ou des délabrements qui justifient de le faire. Souvent, ces animaux sont blessés, mais ne méritent pas forcément un traitement antibiotique, de loin pas. Donc là, on n'a pas une exposition complète de ces animaux-là, bien sûr, au contraire, mais on a une véritable transmission liée au fait que des animaux compatibles peuvent partager des mêmes cages, liée au fait que la désinfection de cages, souvent en bois, est plus compliquée, liée au fait que les manipulations ne sont pas forcément faites pour limiter la transmission. Un autre exemple en clinique vétérinaire canine, ce sont des vétérinaires qui nous ont appelés un jour parce qu'ils nous ont dit on a de plus en plus d'infections à Staphylococcus pseudointermedius résistant à la méticilline chez des chiens qui reviennent d'opération, c'est-à-dire en soins post-opératoires, des chiens où la cicatrice, enfin la plaie, suppure. Et lorsqu'on regarde les bactéries qu'il y avait dedans, c'était toujours la même. Manifestement, ce n'était pas une infection qui était liée, ça aurait pu, une infection qui était liée au domicile, par exemple, et c'était des chiens qui n'étaient pas tous sous antibiotiques,
Parce que la couverture antibiotique post-opératoire chez un chien est de loin pas systématique. Il y a bon nombre d'opérations, notamment des chirurgies propres, qui ne nécessitent pas de couverture antibiotique post-opératoire. Et donc, clairement, on a mis en évidence, à l'époque c'était avec du champ pulsé, vous avez ici ce gel qui vous montre ça, c'était clairement une bactérie qui circulait dans la clinique, dont la prévalence augmentait et qui, de temps en temps, infectait les chirurgies et donc se retrouvait en suppuration, en post-opératoire. Alors, il y a de nombreux exemples d'infections dites nosocomiales, parce qu'on est finalement dans ce cadre-là. On en a décrit d'autres, je ne vais pas rentrer dans les détails, sur des klebsielles chez des animaux qui étaient tous référés dans le même hôpital, et puis ensuite en désinfectant et en soulignant le problème avec les vétérinaires, tout ça est rentré dans l'ordre, des acinetobactères producteurs d'oxa-23, et puis un dernier cas, là aussi assez rigolo, qui n'est pas résistant aux antibiotiques, mais dont je voulais vous parler parce qu'il n'est pas si loin. En fait, ils ont vu une recrudescence d'infections à Serratia, marcescens, sur des plaies, ce qui n'est pas si fréquent, et ce depuis 10 ans, avec des clones qui, notamment un clone bleu ici, qui était présent en 2009 et qui a réapparu en 2017. Et du coup, ils ont cherché et ils nous ont contactés pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait dans cette clinique avec ces infections à Serratia marcescens, d'autant plus qu'ils avaient changé de clinique. Et ça recommençait quand même, c'est-à-dire qu'ils ont déménagé complètement les locaux, ils ont changé de clinique. Et en fait, je vous passe les détails, mais ce qu'on a réussi à mettre en évidence, c'est qu'en fait, c'était une Serratia qui avait contaminé le flacon de chlorhexidine 1%, de la solution mère, et à l'époque, il laissait tremper les compresses dedans, il s'en faisait une source stock, et donc c'est chaque fois qu'il y avait une désinfection à la chlorhexidine, on avait des Serratia qui avaient des concentrations minimales inhibitrices de 128 mg par litre, et qui donc, forcément, étaient résistantes à la chlorhexidine. Donc vous voyez, on est en marge, mais on a parlé des biocides tout à l'heure, on parle des antibiotiques, on est quand même dans une structure de soins. Donc je trouvais intéressant de vous présenter cet exemple tout récent. Pour changer des animaux de compagnie et de la faune sauvage, on va aller un peu dans l'élevage. La filière veau de boucherie, les veaux de boucherie, en fait, ce sont des veaux qui naissent dans des élevages laitiers. Et les veaux qui sont mâles, contrairement aux femelles qui renouvellent le troupeau, sont généralement collectés par des camions. Donc il y a un camion qui circule entre les différentes fermes et qui rassemble les veaux et qui ensuite les amène dans un atelier d'engraissement, avec une étape intermédiaire qui est un centre de tri où les veaux sont débarqués et ensuite repartent dans les ateliers d'engraissement. Et bien, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a eu un énorme effort fait sur l'usage des antibiotiques dans cette filière, mais il reste un socle de résistance qui n'arrive pas à baisser malgré les efforts. Et on a donc investigué l'autre hypothèse, qui est l'hypothèse de la transmission. Et effectivement, on a regardé les différentes bactéries qui se trouvaient dans ces différents endroits, et on a très bien vu que certaines souches qu'on trouvait dans le centre de tri étaient retrouvées exactement identiques, par comparaison génomique, dans différentes fermes qui, elles, n'avaient rien à voir entre elles. Et donc là, on touche du doigt le fait que des veaux qui ont 3 semaines et qui naissent dans une ferme ont la même souche résistante, multirésistante, qui les colonise que la ferme qui est très loin, sauf que le lien entre ces fermes, c'est le ramasseur des veaux. Et ça identifie des sujets qui sont davantage liés à l'hygiène et à la biosécurité, c'est-à-dire le fait de ne pas faire entrer ou faire sortir des germes d'un élevage pour aller dans un autre. Et notamment, chacun sait, ceux qui connaissent bien le système vétérinaire et de l'élevage, que la biosécurité en ferme laitière est bien inférieur, les niveaux de biosécurité, que ce qu'on peut retrouver dans des élevages, dans des filières intégrées comme les porcs ou les volailles, par exemple. Donc, par exemple, là, on peut avoir des progrès à faire sur le fait que quand on vient ramasser un veau dans une ferme et qu'on traverse toute la stabilation avec les mêmes bottes, qu'on prend le veau, qu'on le met dans le camion, on fait pareil dans des fermes différentes, on peut avoir des portes d'entrée qui sont extrêmement importantes et qui véhiculent la résistance aux antibiotiques. Je vais vous donner un autre exemple qui est celui de l'importation. C'est un exemple quasi politique, puisque vous voyez que les Suédois et les Danois n'utilisent pas de céphalosporine, mais ont récupéré beaucoup de résistance aux céphalosporines dans la filière volaille, parce qu'ils ont importé des petits poussins de 1 jour qui étaient de Grande-Bretagne, où les céphalosporines c'est une molécule qui n'a pas d'AMM en filière volaille, donc c'est toujours difficile à tracer, mais où les céphalosporines étaient injectées dans l'œuf, en même temps que la vaccination que le virus de Marek, qui est un virus aviaire, qui donc sélectionnait la résistance, mais ensuite
l'absence d'usage dans un autre pays ne garantissait pas du tout l'absence de résistance, puisqu'ensuite, dans ces filières qui sont très pyramidales, lorsque vous importez des poussins dans un pays, ensuite, les échelons du dessous de reproduction des grands-parents, des parents, etc., évidemment, transmettent la résistance au sein de la filière. Un autre exemple, qui n'est pas chez les animaux, mais vous savez, nous, on mange les animaux contrairement à l'homme, donc il y a quand même un segment qui est entre l'animal et puis la suite, quoi, c'est le segment alimentaire, la transformation. Et donc ça, c'est une étude qu'on a faite parce que on a voulu un petit peu mettre en évidence l'écart qu'il pouvait y avoir entre la prévalence de la résistance chez des poulets en élevage et la même prévalence de la résistance sur des bouts de poulet à la vente directe. Et on a trouvé un écart important, c'était à l'époque en 2015-2016, donc on est dans une époque où le plan éco-antibio a déjà fonctionné de façon extrêmement forte, donc il y a très peu déjà d'antibiorésistance chez les poulets à l'élevage avant l'abattoir. Par contre, on a trouvé 90% des poulets qui étaient contaminés par ces bactéries-là. Et donc là, typiquement, évidemment qu'une fois que l'animal est mort, il n'y a plus d'usage d'antibiotiques. Donc on est bien dans le sujet de la transmission de la résistance à l'absence d'usage. Et probablement que là, il faut mettre en évidence... Si avant, au début de la transformation, après l'abattage, dans un abattoir, rentrait 100 bactéries, si maintenant il n'en rentre plus que 3, mais que dans les étapes aval, on a des étapes de multiplication, de transmission, etc., on peut très bien se retrouver avec un taux qui réaugmente par des questions de transmission croisée, de croissance dans des conditions favorables aux bactéries, etc., sans qu'il y ait un usage d'antibiotiques. Donc ça, c'est aussi un sujet qu'il faudra peut-être regarder, la responsabilité des acteurs qui ne sont pas les prescripteurs d'antibiotiques dans la prévalence finale de la résistance au niveau du consommateur. Et puis je finirai par le cas des carbapénémases. On en a un petit peu parlé ce matin. Alain Hartmann disait qu'il n'en trouvait pas dans les effluents post-abattoir de volailles, ce qui est attendu. Par contre, on en trouve effectivement chez les animaux. Vous avez ici un exemple d'une carbapénémase trouvée chez un rapace, qui évidemment n'a pas été traité aux antibiotiques. Donc là aussi, on est bien dans le sujet d'une résistance chez un animal qui n'a pas été traité. C'est le cas de tous les animaux sauvages, pour la plupart. Et puis, je vais juste vous citer une étude qu'on a faite, qui a été publiée très récemment, où on a ramassé des crottes de chiens. C'est pas très sexy, mais c'est une façon d'avoir accès à des prélèvements de chiens dans la ville. Donc, on est allé dans des parcs urbains. Et donc, ce qu'on a mis en évidence, c'est la présence extrêmement, enfin, pas importante, mais quand même significative de gènes de résistance et de bactéries qui les portent au carbapénème, du gène OXA48 porté par des Klebsiella, des colis, dans différentes crottes qui signent, qui ont été comparées aussi par analyse génomique, et qui signent à la fois... Alors évidemment, vous allez me dire, quand on a accès aux crottes, on ne sait pas si le chien a été exposé aux antibiotiques. Mais il y a quand même très peu de chances que, dans les conditions expérimentales, enfin, de collecte qu'on a suivies, que c'est le cas, on ne peut pas l'exclure. Mais néanmoins, par contre, ce qu'on peut démontrer, c'est qu'on a une identité des souches, déjà, entre des crottes différentes portées par des chiens différents. Et surtout, ce qu'on a mis en évidence, c'est la transmission du plasmide qui porte cette carbapénémase dans chacun des chiens au sein de leurs Escherichia coli propres. C'est-à-dire que chaque chien a un Escherichia coli qui porte aussi cette carbapénémase, mais ce n'est pas le même Escherichia coli d'un chien à l'autre. Donc on voit bien que ce plasmide, qui est connu par ailleurs pour être extrêmement diffusible, peut très bien, sur des chiens qu'on peut supposer pas tous traités quand même aux antibiotiques, ce serait quand même un hasard malheureux d'avoir collecté que des crottes de chiens traités, mais en tout cas ce plasmide est très diffusible, et ces chiens-là, traités ou non, vont disséminer des bactéries qui ensuite, par des comportements coprophagiques qu'on connaît bien chez le chien et de contact dans le chien, peut disséminer. Sauf que les carbapénèmes sont des antibiotiques qui sont interdits en médecine vétérinaire, et donc en tout cas, même s'ils étaient exposés aux antibiotiques, il y a extrêmement peu de chances, voire aucune, qu'ils aient été traités au carbapénème. Et ensuite, ce plasmide qui porte le gène OXA48 est un plasmide qui est très petit et qui ne contient généralement pas d'autres gènes de résistance. Donc s'il est arrivé là, ce n'est pas non plus par co-sélection d'un gène qui correspond à une famille d'antibiotiques autorisée. Alors vous allez me dire, une fois qu'un plasmide porte un gène de carbapénémase, on peut aussi le sélectionner et l'entretenir avec de l'amoxicilline. Vous voyez, tout ça c'est très complexe. Mais tout ça pour dire quand même que par les techniques qu'on a aujourd'hui de moléculaires et génomiques, on peut quand même identifier de façon très fine
des événements de transmission dans les différents secteurs que je vous ai présentés qui ne correspondent pas à des situations d'exposition aux antibiotiques. Et je pense que dans les prochaines stratégies, il faudra inclure encore cette maîtrise de la transmission. Donc en conclusion, évidemment que l'exposition aux antibiotiques est un facteur majeur de sélection, et c'est le premier et auquel s'est attaqué le plan Eco-Antibio, et c'était extrêmement pertinent, mais que la transmission bactérienne entre individus exposés, non exposés, que ce soit directement d'ailleurs ou par des voies intermédiaires, joue un rôle prépondérant. Donc la maîtrise de ces flux est essentielle, et pas uniquement en élevage, et peut-être que cette diversité des secteurs que j'ai présentés aujourd'hui n'était pas incluse tellement dans Eco-Antibio au départ, puisque c'était quand même très centré sur l'élevage. Et donc, il faut mieux documenter les situations de transmission et probablement renforcer aussi les mesures de prévention et de contrôle, ce qu'on appelle classiquement l'IPC en médecine humaine, de la transmission de la résistance aux antibiotiques. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant. Et peut-être que ça nous éloigne un tout petit peu de ce qui se passe en médecine humaine, mais c'était vraiment important de parler de tout ça. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Oui, monsieur. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Bonjour, Dominique Chavat, vétérinaire consultant spécialisé en aviculture. Je vous remercie beaucoup pour votre excellente présentation, très intéressante. Je reviendrai sur les résultats du plan Eco-Antibio que vous nous avez présenté. Résultats très, très positifs pour la France. Je voulais savoir si au niveau européen, et notamment au niveau de la Pologne ou de la Belgique ou des Pays-Bas, les résultats sont semblables, puisque, comme vous le savez, on importe pratiquement 40% de notre volaille de ces pays-là. Donc voilà la raison de ma question. Merci. Alors, vous avez raison, les pays ne sont pas tous égaux dans les efforts qu'ils ont mis en place. D'ailleurs, la France a de très bons résultats, mais il y a 10 ans, elle en avait de très mauvais. Elle était dans les premiers, donc avec les Pays-Bas, et ce sont deux pays qui ont mis énormément d'efforts. Donc il y a des pays qui restent encore en cours de chemin et des pays qui n'ont pas complètement commencé. Donc il y a ce gradient nord-sud aussi que l'on connaît très bien en médecine humaine. Mais quand même, je dirais que la plupart des pays sont rentrés dans une dynamique, dans une stratégie, dans une mise en place de politiques publiques pour ça. La question des importations, elle est claire, elle n'est pas que liée à la Pologne, elle est liée aussi aux crevettes indiennes qu'on peut importer en Suisse et qui ensuite, voilà, il y a des papiers là-dessus. Elle est extrêmement importante. L'Europe commence à réfléchir à la mise en place de contrôles à l'importation sur des denrées alimentaires. C'est encore très débutant. Et après, il y a aussi il faut rentrer de façon plus fine, je pense, dans ce sujet, parce que, par exemple, pour cette histoire de poulet, quand je vous avais dit qu'on avait acheté du poulet dans les différentes grandes surfaces pour voir s'il y avait de la prévalence, une prévalence importante, on avait aussi en arrière-fond, et à l'époque c'est parce qu'on avait aussi un étudiant brésilien dans le labo, on s'est dit on va comparer le poulet brésilien qui est importé en France, en Europe, et le poulet français. Et en fait, le poulet brésilien, probablement, a une prévalence supérieure, mais quand il arrive en France, vous ne trouverez pas de poulet brésilien à acheter. Tout le poulet brésilien est transformé en nuggets, en pizza, etc. Donc, vous voyez que l'approche du risque doit tenir compte aussi de ces phases de transformation, alors que vous trouverez du poulet français à la découpe ou directement emportable chez soi en l'état. Donc, cette notion d'importation doit tenir compte à la fois des conditions d'élevage dans le pays d'origine, mais aussi de ce qu'on en fait quand ça arrive ici. Vous savez aussi que l'Europe, maintenant, a mis en place une interdiction d'importer des aliments issus d'animaux qui ont reçu des antibiotiques en tant que facteur de croissance dans les pays exportateurs. Et ça, c'est une mesure extrêmement forte que la France a beaucoup portée et qui vise à aller dans le bon sens aussi. Moi, j'ai une petite question. J'étais quand même un tout petit peu surprise de voir qu'on piquait les œufs pour mettre des antibiotiques dedans. Ah oui, oui. C'est la première fois que je vois ça. Je me souvenais d'histoires où il y avait des salmonelles dans les œufs, mais donc maintenant on fait ça de façon Non, c'est pas maintenant on fait ça, c'est que c'est une pratique déviante que tout le monde dénonce, qui est mondiale, et qui a tendance à s'arrêter progressivement, j'imagine, parce que de toute façon, si on voit de moins en moins des Escherichia coli BLSE, c'est qu'il y a de moins en moins de sélection quand même. Donc, mais c'est une pratique effectivement qui était commune, qui était complètement, je disais donc, déviante, pour laquelle la profession n'a pas du tout à
râler, c'est quelque chose qu'il faut arrêter, et il y a un consensus mondial là-dessus, parce que ces molécules sont des antibiotiques de dernière génération. Le fait de les mettre dans une seringue pour les injecter dans un œuf, c'est de la prévention, c'est pas du tout du traitement curatif. Et en plus de ça, ces molécules n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché en filière volaille. Donc on est complètement en dehors des clous, c'est une pratique qui doit s'arrêter, et elle s'est arrêtée dans beaucoup de pays, en France probablement aussi, mais c'est difficile de tracer l'usage antibiotique interdit, par définition, puisqu'ils ne sont pas dans les courbes des espèces en question. Mais on peut en tout cas, par effet indirect, voir si ça a à ce point persisté. On voit très bien quand même qu'en filière volaille, les Escherichia coli multirésistants ont considérablement diminué, donc il y a un moment, il n'y a pas de secret non plus. Cette pratique a forcément dû au moins fortement diminuer. D'autres questions? Oui, François. Si je vous ai bien entendu tout à l'heure, vous avez dit que la diminution de résistance constatée après l'arrêt d'utilisation des antibiotiques dans les élevages, il y avait déjà une amorce de diminution. Quel était le facteur alors qu'on peut proposer pour expliquer cette diminution avant l'arrêt des antibiotiques? Parce que les vétérinaires sont des gens bien. Ils n'attendent pas un plan éco-antibio pour diminuer. Sauf que le plan éco-antibio a effectivement renforcé le trait. Mais il y avait une prise de conscience antérieure, et on le voit très bien. Cette diminution était liée à une meilleure maîtrise, et on a finalement un effet progressif qui a quand même été très renforcé par la réglementation. Ça, c'est vrai que c'est plus compliqué maintenant pour un vétérinaire, même qui serait un peu réticent, de prescrire un antibiotique critique pour l'homme. Mais oui, vous avez raison Donc le pouvoir des vétérinaires sur les éleveurs est important. Non, je dirais que les vétérinaires sont des gens bien et qu'ils n'attendent pas qu'on leur dise de prendre en charge quelque chose, même si là, ils étaient un petit peu distants par rapport à cette question pendant des années, puisque la question de l'antibiorésistance chez l'homme, elle est prégnante depuis la fin de la guerre. Pour quelle raison? Parce que les médecins veulent soigner leurs patients. Les vétérinaires ont une relation différente avec l'antibiotique. Les vétérinaires, quand ils ont 30 000 poulets, la mort d'un poulet n'est pas du tout le même drame que la mort d'un patient. Et donc, il y a cette notion sociologique qui est quand même extrêmement importante, qui fait que les vétérinaires, dans l'endroit où les vétérinaires, dans les productions dans lesquelles les antibiotiques sont très utilisés, donc on se parle des productions de denrées alimentaires, des porcs, des volailles et des bovins, la relation à l'infection, l'échec thérapeutique n'existe pas vraiment en médecine vétérinaire, et encore de nos jours d'ailleurs. Donc on n'a pas du tout la même relation, mais donc cette prise de conscience de l'impact a été tardif, parce que ce n'était pas leur sujet quotidien, mais une fois qu'ils l'ont compris, comme s'ils sont des gens intelligents, ils se disent... Il n'y avait pas eu l'interdiction d'utiliser les antibiotiques pour... Il y a eu l'interdiction en tant que facteur de croissance, et d'ailleurs l'Europe a été... Et c'est d'ailleurs le seul bon élève... Quelle année, vous rappelez un peu ça? 2006, 1er janvier 2006, mais beaucoup de pays européens ont commencé avant, notamment les pays du Nord. Les Suédois, fin des années 90, ont déjà commencé. Mais l'Europe est vraiment un bon élève, voire le seul à peu près aujourd'hui, en Europe. C'est le seul continent à avoir interdit les antibiotiques comme facteur de croissance chez les animaux. Voilà. Bien avant éco-antibio. Merci beaucoup. Nous allons passer donc maintenant